Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes meilleures lectures de l'hiver 2025. Je ne suis pas assez, disciplinée pour vous faire une vidéo tous les mois, mais je pense qu'une fois tous les trimestres c'est pas mal et j'aime bien faire par saison. Je suis le genre de lectrice qui lit de façon saisonnière selon les thèmes et les ambiances qu'il y a dans ses livres. Ça a été très difficile de choisir les 7 livres dont je vais vous parler. Il y a 3 bandes dessinées et 4 romans. Plutôt pour la jeunesse, mais pas que. Enfin voilà, je vais vous en parler là maintenant. J'espère que ça vous intéressera. La première BD dont je vais vous parler, c'est Murmure des sous-bois de Kengi Kurimoto. C'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est une très belle BD format à l'italienne, un peu dans des tons sépia, presque noir et blanc, presque sans texte. On suit une jeune fille qui promène tous les jours son chien et qui passe régulièrement devant une barrière qui mène vers ce qu'on pense être un terrain vague, mais en fait c'est un espace un petit peu de sous-bois, de prairies, de campagne, et elle y fait la rencontre alors que son chien va là-bas sentant la piste d'un renard. Elle fait la rencontre d'un jeune garçon qui aime beaucoup passer son temps là à observer les changements de la nature au fil des jours, voir les bourgeons pousser, voir les fleurs éclore, etc. C'est très très beau. C'est une BD qui m'a beaucoup marquée, notamment parce qu'elle permet de montrer que juste avec des images, on peut sentir l'humus, sentir la rosée, on peut entendre les pépiments des oiseaux. C'était une expérience sensorielle incroyable, juste avec les yeux. C'était magnifique. Il y a aussi une intrigue avec la maman de la jeune fille que je vous laisse découvrir en lisant la bande dessinée. Mais vraiment, c'était un coup de cœur inattendu. Je m'attendais pas à aimer autant cette BD et c'était vraiment magnifique. Je vous invite à la découvrir. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Les Ombres de Zabu et Hippolyte aux éditions Phébus. On m'a prêté ce livre, je crois que c'est Nicolas, merci Nicolas, de m'avoir prêté cette bande dessinée. Elle a depuis été rééditée, il me semble, chez un autre éditeur. Euh, c'est une BD au dessin particulier. Il y a une ambiance très onirique, presque fabulesque dans le récit, dans le style du dessin. En fait, c'est un récit où on suit un frère et une sœur qui fuient des horreurs qui se passent dans leur village. Et ça parle bien sûr du fait de tout quitter pour survivre, du fait de survivre à tous les gens qu'on connaît, de ne pas savoir ce qui leur est arrivé, d'arriver dans un endroit où on ne veut pas de vous, d'essayer de réussir à s'en sortir. C'était d'une poésie folle, hyper poignant. Euh, C'était beau. Euh, je, je ne m'attendais pas à une telle claque graphique et narrative. Ça parle de la difficulté de devoir raconter son périple, de la douleur que c'est de parler des gens qu'on a laissés derrière soi. C'était formidable, c'était très beau. Je reste, comment dire, marquée pour très longtemps par cette bande dessinée. Si vous ne la connaissez pas, mettez le nez dedans, elle vaut vraiment la peine d'être lue. La troisième et dernière BD dont je veux vous parler, c'est La Voix des bêtes, la fin des hommes de Thomas Gilbert. C'est encore une BD avec un sujet rigolo. En fait, on va suivre une meneuse de loups dans un Moyen-Âge très réaliste, un peu fantasmé mais très réaliste. Une meneuse de loups, c'est-à-dire qu'elle sait parler aux bêtes, elle sait les comprendre, elle sait communiquer avec, elle sait les pister, reconnaître les traces de leur passage. Et en fait, elle évolue, elle voyage à travers ce pays en se faisant la plus discrète possible, notamment parce qu'il y a un étrange mal qui se propage et qui semble la suivre, coïncidence ou pas, vous le découvrirez. Il y a des crimes affreux qui sont perpétués autour des villages qu'elle traverse, des enfants qui sont retrouvés complètement dépecés, des meurtres de personnes isolées qu'on retrouve vraiment en morceaux ou en bouillie dans les bois. Et tous les habitants se mettent à accuser les loups, les bêtes sauvages de devenir folles et d'attaquer les humains. Est-ce que ce sont vraiment les bêtes, les coupables? Vous allez le découvrir dans cette bande dessinée. C'est vraiment très fort. Thomas Gilbert, j'avais déjà lu Les Filles de Salem, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il s'attaque encore une fois à cette notion des hommes rendus fous pour trouver un bouc émissaire, pour essayer de régler vite leurs problèmes sans réfléchir trop loin. J'ai découvert cette BD un peu par hasard et de l'avoir lue.
j'y ai pensé des jours et des jours après ma lecture. J'ai vraiment passé énormément de temps à ressasser des passages ou des dialogues ou des images que j'avais vues dans cette bande dessinée qui m'ont beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Comme vous vous en doutez, c'est une bande dessinée à l'ambiance très sombre, euh, qui va un petit peu dénoncer les pires travers de l'humanité et la façon dont les puissants et les religions et les gens cupides et avares peuvent s'emparer du désespoir du peuple pour s'enrichir et gagner en puissance et en pouvoir. C'était vraiment subjugant comme lecture. Comme je vous dis, j'y ai énormément pensé après l'avoir fini. Je vous encourage vraiment à la découvrir. C'était, waouh, une grosse claque. On passe au roman. On va rester dans le gentiment macabre. J'ai lu La jeune fille et le crâne de Benoît Richter aux éditions Nathan. J'ai d'abord été attirée par ce livre parce qu'il y avait une belle fabrication. C'est un livre couverture rigide, tout en noir et blanc, très graphique. Et puis le résumé était vraiment très bien fichu. En gros, je ne me rappelle plus la quatrième de couverture, mais ça dit quelque chose du genre Lucie s'ennuie en vacances en Alsace avec ses parents. Lors de la visite d'un ossuaire, elle est inexplicablement attirée par un crâne. Elle le prend, le ramène chez elle, et après, c'est la rentrée en sixième. J'ai trouvé que c'était très appétissant comme quatrième, ça m'a donné très envie de le lire. Je suis quelqu'un qui est assez intéressé par tous les livres qui mettent en scène des choses un petit peu macabres et lugubres. Surtout en littérature jeunesse, parce que parfois on a tendance à oublier que dans l'enfance, on se questionne et on se passionne parfois pour des sujets un peu glauques. Comme Lucie, qui se prend d'une fascination pour ce crâne qu'elle ramène chez elle à Paris, qu'elle installe dans sa table de chevet et à qui elle parle. Le crâne lui répond d'ailleurs. Alors c'est un crâne qui a un peu perdu toute individualité et tout souvenir de son histoire, mais ils ont des dialogues assez savoureux et très intéressants. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui a beaucoup résonné avec moi, c'est le fait que lors du passage en sixième à peu près, à cette époque où on est entre l'enfance et l'adolescence, on va beaucoup se questionner sur le fait de grandir, de vieillir, sur l'éternité, sur l'immensité de l'espace, sur les sujets un peu métaphysiques comme cela, sur le fait que on n'est qu'un milliardième humain après des générations et des générations d'autres humains qui ont foulé notre planète. Euh, on se questionne sur ce qui reste de nous quand on n'est plus là et sur ce qu'on va bien faire de nos vies qui peut nous marquer et nous faire une vie épanouie. En tout cas, je pense que la plupart des adolescents traversent ces questionnements, parfois pas aussi bien articulés, parfois pas de façon aussi consciente, mais ce roman, il a fait la part belle à ça. Et c'était hyper chouette à lire. C'était à la fois très doux, très bizarre. Lucie, elle mène sa vie quotidienne au collège, où elle a un peu de mal à se faire des copains. C'est le genre de bonne élève tranquille qui fait pas trop parler d'elle. Et qui a du mal un petit peu à trouver sa place dans cette nouvelle organisation. Elle a une nouvelle indépendance, une nouvelle autonomie qu'elle n'avait pas quand elle était à l'école primaire. Et tout ça, ce sont un peu des chambardements qu'elle traverse en discutant avec ce crâne qu'elle a volé dans un ossuaire. J'ai trouvé que l'idée était originale, c'était très bien exécuté. Et oui, comme je vous dis, je trouve que ça parlait très bien de ce passage de l'adolescence où oui, on se demande un petit peu quel est le sens de tout ce bazar. Une super lecture. J'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu, mais vraiment mettez le nez dedans si des récits sur ce passage un peu flou entre l'enfance et l'adolescence vous intéressent. Je trouvais que c'était très bien mené. Le deuxième roman dont je veux vous parler, c'est Au large des villes de Lucie Pierapajot. J'avais déjà lu Les mystères de l'Arispem que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'une des autrices qui avait gagné le concours du premier roman Gallimard. Au large des villes est paru en fin d'année chez Gallimard Jeunesse, et là c'est de la science-fiction. Je vais aller rapidement dessus car j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Mastodon si vous voulez avoir des avis plus poussés sur certains livres. Mais en gros c'est de la science-fiction dans un monde où il y a un petit peu un monde à deux vitesses. On va suivre Bunny qui vit sur une île poubelle où les gens de sa communauté passent leur temps à recycler les déchets de l'ancien monde pour en faire des choses nouvelles. Et on a Adam qui est le riche héritier d'une ville, donc une espèce d'énorme vaisseau
cité qui vogue sur les mers et où les gens vivent une sorte d'utopie écologique et technologique. Adam, lui, il est né dans un corps dysfonctionnel et il passe tout son temps en tant qu'architecte dans un monde de réalité virtuelle qui s'appelle la dentelle. Et son but, c'est d'être embauché par une entreprise qui bosse dans la dentelle pour quitter pour toujours son enveloppe charnelle et vivre dans la dentelle toute sa vie. Bunny, elle voit son père et sa sœur se faire kidnapper parce qu'elle pense être la grande entreprise qui s'occupe à la fois de cette réalité virtuelle et de recycler indéfiniment un nouveau plastique. Et elle part à leur recherche et tous les deux, ils vont petit à petit voir leurs histoires se rejoindre. Et on va découvrir comment ce monde fonctionne, quels sont les enjeux derrière cette espèce d'utopie écologique. Est-ce que c'est vraiment une utopie pour tout le monde ou est-ce que c'est une utopie construite sur la misère des plus faibles ? Spoiler, oui. C'était vraiment super, j'ai passé un excellent moment. Alors c'est le premier tome d'une duologie, il y aura un second tome, j'espère à la fin de cette année. J'en en sais rien, mais je l'espère. Euh, il peut être un petit peu introductif parce qu'on nous présente cet univers, mais l'intrigue, elle gagne vraiment en puissance vers la fin du roman et ça se termine sur une révélation et un cliffhanger qui font que j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'était une super lecture. L'un de mes romans chouchous de cet hiver, ça a été Finding Phoebe aux éditions du Seuil Jeunesse, c'est par Gavin Extens. C'est une traduction de l'anglais. Et on change complètement d'univers, on n'est plus du tout dans la science-fiction. Là, on suit Phoebe, qui est une jeune fille de 16 ans, qui vit en Écosse. Elle habite sur une petite île où il y a vraiment un petit hameau. Enfin, son père, il dirige le seul... Enfin, il gère le seul café de l'île. Et elle a une amie, Bethany, qu'elle a depuis toujours, avec qui elle a tout traversé. Et toutes les deux, elles vont dans un lycée sur le continent. Elles prennent le ferry tous les jours pour y aller. S'il y a du très mauvais temps, elles peuvent rester dormir au lycée. Bref, Phoebe, les termes qui sont utilisés dans le roman, c'est qu'elle est autiste Asperger. Elle s'accroche à sa routine bien huilée pour donner du sens à sa vie, donner du sens à ses pensées dans sa tête. Et sa routine, c'est un petit peu sa bouée de sauvetage dans un monde qui fait pas beaucoup de sens à ses yeux. Sauf que les choses vont changer en début d'année quand il y a un nouveau qui débarque dans la classe, que Bethany en tombe amoureuse et que les deux commencent à se fréquenter. Du coup, Phoebe, non seulement elle se retrouve parfois seule à des moments où d'habitude elle passait son temps avec Bethany, mais en plus elle va devoir un petit peu trouver comment s'occuper quand Bethany n'est plus disponible pour elle, jusqu'au jour où il arrive quelque chose à Bethany, je vous dirai pas quoi, qui fait que Phoebe va devoir envoyer bouler tous ses principes et toute sa routine pour venir en aide à Bethany. Je n'en dirai pas plus. Ce que je pourrais vous dire par contre, c'est que c'est un roman d'une humanité folle. Il est raconté à la première personne, on est vraiment dans la tête de Phoebe. L'auteur n'est pas directement concerné par l'autisme, mais sa fille, oui. Et on sent qu'il s'est vraiment inspiré et basé sur l'histoire de sa fille, sur le fonctionnement de sa propre fille, pour créer le personnage de Phoebe. C'était une lecture solaire, douce et tendre, plusieurs fois. J'ai un peu serré le livre comme ça contre moi en disant « Oh là là, Phoebe, t'es trop mignonne !» Et ouais, une excellente découverte. Très très belle. Si vous cherchez un récit plus contemporain avec des sujets de société plus réaliste que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est le roman à ne pas rater de ce début d'année. Une excellente lecture. Et enfin, sans surprise, mon meilleur moment de lecture de l'année, ça a été la lecture de L'Estrange Malaventure de Mirella de Flor Vesco. C'est à l'école des loisirs. J'ai déjà lu plusieurs des romans de Flor Vesco, mais je n'avais jamais lu ses réécritures de contes, jusqu'à ce que De Délicieux Enfants sortent en fin d'année. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument lire ça. J'ai profité que mon amie Agatha voulait le lire également, pour qu'on le lise ensemble, et ça a été incroyable. Flor Vesco, c'est vraiment une autrice, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, qui vous fait une leçon d'écriture par l'exemple. Elle vous montre que non seulement on peut surprendre et faire des clins d'œil à son lecteur dans la façon dont on écrit ses personnages, dans la façon dont on raconte l'histoire, dans la façon dont on utilise certains mots ou certaines inventions linguistiques pour lui glisser des indices. C'était brillant. L'histoire, c'est que c'est une réécriture du joueur de flûte de Hamelin. On suit Mirella, qui est une jeune porteuse d'eau à Hamelin. C'est l'une des plus bas, c'est l'une des plus
bas. Oui, ça marche. C'est l'une des plus basses sur l'échelle sociale d'Amelin, dans le sens où c'est une orpheline dont le job c'est de ramener de l'eau fraîche de la rivière en portant tous les jours 2 gros seaux d'eau très lourds sur ses épaules à tous les habitants de Hamelin. La peste arrive en ville et bien sûr ça génère chez la plupart des habitants le pire de ce qui peut sortir en eux, c'est-à-dire leur égoïsme, leur avarice, le fait que d'un seul coup ils demandent l'aide des lépreux alors que jusqu'à présent les lépreux c'était la lie de l'humanité. Enfin voilà, et Mirella elle se retrouve en tant que petite fourmi dans cette grosse fourmilière qui ne fait pas attention à elle, à être face non seulement à la maladie, à la puanteur, à la décadence, mais aussi à une espèce de menace surnaturelle qui prend place dans le village. Enfin, le village, dans la petite ville. Mirella, c'est une survivante. Depuis toujours, elle a survécu à la culture du viol, à la maladie, à la faim. Elle essaie toujours de se rendre la plus discrète possible pour survivre. Chaque jour est une espèce de... Chaque jour, elle est en apnée en espérant qu'elle tiendra jusqu'à la fin de la journée sans se faire malmener ou se faire mal. Et au fur et à mesure du récit, elle prend confiance en elle et en ses capacités, elle prend confiance et conscience en son pouvoir. Et c'était absolument fou. C'était très beau, c'était très bien écrit, c'était drôle malgré les sujets très sombres qu'il y a à l'intérieur. Incroyable, une excellente lecture. Je sais que j'ai dit ça de tous les autres livres d'avant, mais tout c'est excellent, mais pas pour les mêmes choses. Celui-là, c'est vraiment la meilleure lecture que j'ai faite ces derniers mois. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça a été super difficile de me restreindre à 7 bouquins. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus ou que maintenant vous avez envie de lire. Je n'ai pas préparé de pile à lire pour le printemps, mais généralement au printemps j'ai des choses un peu plus féeriques, magiques et des choses un petit peu plus... je suis un peu plus dans la romance, un peu plus dans les BD très colorés, dans la poésie aussi. Donc je vous referai une vidéo d'ici 3 mois si tout va bien pour vous raconter ce que j'ai lu au printemps. N'hésitez pas à me suivre sur Mastodon ou sur Instagram si vous voulez suivre un peu plus au quotidien mes lectures. En plus, je suis trop contente parce que là, au printemps, cette année, sortent des choses incroyables. Des auteurs et autrices que je suis depuis longtemps qui sortent des nouveaux romans. En vrac, Alex Cousseau, Clémentine Beauvais, Émilie Chazeran, Colline Pierret, le tome 2 d'Iron Widow dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Bref, ça va être un excellent trimestre de lecture, j'en suis certaine. Si vous voulez retrouver ou vous acheter l'un des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous trouverez des liens dans la description pour trouver ces livres dans une librairie près de chez vous. Dites-moi dans les commentaires quelle a été pour vous votre meilleure lecture de l'hiver 2025. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous laisse, puis en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.